Le Fujifilm X-S10, ce petit appareil photo hybride dans la gamme Fujifilm, où se situe-t-il et à qui s'adresse-t-il? J'essaye de répondre à ça juste après ça. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Pour rappel, je m'appelle Karim, je suis photographe principalement de portraits et de mode et j'expose mon travail sur Instagram, sur mon compte Instagram EKS Création. Le compte est juste ici, en dessous de la vidéo. Allez voir ce que je fais, ça me ferait super plaisir. Si vous aimez la photo, principalement la photo de portrait et de mode, si vous aimez échanger les expériences, certains trucs et astuces, les backstage des shootings, la marque Fujifilm que j'utilise au quotidien, si tous ces sujets ou certains de ces sujets vous intéressent, cette chaîne est faite pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Merci beaucoup du soutien. Alors aujourd'hui, comme je le disais en introduction, je vais vous parler du Fujifilm X-S10 que voici, que j'ai eu l'occasion d'utiliser pendant plusieurs semaines. Alors première chose à dire, ce n'est pas un test clinique, ce n'est pas un test approfondi. Cet appareil est sorti fin 2020, il a déjà quelques mois. Des tests, vous en trouvez partout sur YouTube et sur d'autres plateformes et ils sont très bien faits. Comme la plupart du temps sur cette chaîne, moi ce que je vais vous donner, c'est mon retour d'expérience, mon ressenti en tant que photographe et dans ma pratique de la photo. Quand je parle d'un appareil photo, je pars toujours de mon prisme, c'est le cas de le dire, et donc je donne l'avis d'un photographe de portrait, d'un photographe de mode, et c'est dans ces situations-là que j'ai pu utiliser ce Fujifilm X-S10. Je l'ai donc pas utilisé au bord d'un circuit ou fait de l'animalier. Il y a pas mal de choses à dire sur ce Fujifilm X-S10, on va essayer d'y aller étape par étape. On va voir ce qui le rapproche de son grand frère, le X-T4, puisque le X-S10 est sorti juste après, et ce qui l'en éloigne. En effet, on l'a souvent présenté comme un mini X-T4. Beaucoup de fois dans la presse, j'ai pu lire le X-T4 mini. Même Fujifilm vante les performances se rapprochant très fort du Fujifilm X-T4. Effectivement, il y a des similitudes. Mais comme souvent, quand une marque sort un nouveau boîtier, c'est pour répondre à une demande et surtout pour combler peut-être un trou qu'il y a dans leur gamme pour s'adresser à un nouveau profil d'utilisateur. Peut-être un profil d'utilisateur qui ne trouvait pas son compte dans la gamme Fujifilm existante et en tout cas dans la nouvelle génération. Appeler ce X-S10 un X-T4 mini ou un mini X-T4, ça se justifie si on utilise ce mot mini comme on l'utilise dans le milieu du smartphone. Si vous achetez un iPhone 12 mini, c'est pas un iPhone 12. Eh bien, le Fujifilm X-S10, c'est un peu pareil. Il a le même rapport avec le Fujifilm X-T4. D'ailleurs, pour être clair tout de suite, il ne vient pas se positionner juste en dessous du X-T4 dans la gamme Fujifilm. Pour moi, juste en dessous du X-T4, c'est le X-T3. Donc la première chose quand j'utilise un nouvel appareil photo, la première chose évidemment qui va me sauter aux yeux, c'est sa prise en main. Et là, elle est excellente sur le Fujifilm X-S10 et justement, première chose qui l'en éloigne de ce Fujifilm X-T4, c'est que la prise en main est meilleure. C'est paradoxal pour un appareil qui est plus petit puisque oui, il fait 200 grammes de moins que le Fujifilm X-T4 et il est beaucoup plus petit. Mais il a ce grip qui est juste là, qui permet vraiment de le tenir en main de manière hyper confortable et surtout hyper sécure. J'ai toujours eu un peu de mal avec mes Fujifilm X-T2, X-T3 et puis X-T4. Je trouve que la prise en main n'est pas hyper sécurisée et d'ailleurs généralement, en tout cas sur le X-T2 et le X-T3, j'avais toujours acheté la poignée grip. Je n'ai pas fait avec le X-T4 parce que l'ergonomie a été légèrement améliorée, mais quand j'ai ce X-S10 en main, je vois qu'on peut encore faire mieux. J'ai vraiment l'impression de retrouver le X-H1, si vous vous souvenez, c'était ce premier appareil photo hybride de chez Fujifilm qui était stabilisé, qui s'adressait plutôt à des vidéastes à l'époque et qui avait justement cette poignée grip qui était bien proéminente. Je l'avais très bien en main, j'avais eu aussi l'occasion de le tester et de l'utiliser. Eh bien, on retrouve vraiment cette même ergonomie, en tout cas cette même prise en main sur le Fujifilm X-S10. Et justement, quand on abordera la place du X-S10 dans la gamme Fujifilm et à qui ce X-S10 pourrait s'adresser, vous allez voir que effectivement il y a du X-T4 mais ce X-H1 n'est pas très loin. Après avoir eu la bonne surprise de cette prise en main, la deuxième chose sur laquelle je me suis penché, c'est évidemment son ergonomie. La place des molettes, des boutons, la facilité d'accès au menu, etc. Là aussi, c'est presque sans faute. L'appareil, on le prend en main en quelques minutes. On s'éloigne un peu de la colonne vertébrale de l'ADN Fujifilm. On a quelque chose de beaucoup plus sobre.
on a quelque chose de beaucoup plus classique et qui se rapproche énormément du réflexe milieu de gamme ou de l'hybride d'autres marques. On perd déjà ce look assez vintage qu'ont les autres appareils de la marque dans d'autres gammes. On a quelque chose, comme je le disais, de plus sobre et de plus moderne. Avant même de l'avoir allumé et utilisé, la première chose que j'ai vue qui avait disparu, ou en tout cas qui était moins évidente, c'était la bague, la roulette d'exposition, de correction d'exposition. Et c'est une roulette que j'utilise énormément dans ma pratique de la photo. Donc j'ai eu un peu peur de perdre cette fonction. On va voir plus tard qu'on ne la perd pas vraiment, mais au niveau de l'ergonomie, c'est plus vraiment pareil. Quand je l'ai en main, j'ai vraiment hyper bien accès à tous les boutons, les deux roulettes, celle de devant, la roulette arrière, vous voyez, c'est une roulette arrière maintenant qui est vierge, qui n'est plus la roulette d'exposition comme je le disais. La roulette principale qui permet de passer à différents modes, on va y revenir tout de suite. Là aussi, j'ai facilement accès avec le pouce. Et on a cette deuxième roulette que je peux activer avec la deuxième main qui permet de changer, en tout cas quand elle est définie par défaut, qui permet de changer les simulations de film. On a évidemment son écran complètement orientable de côté, comme sur le XT4. Et pour finir le tour du propriétaire, on a la connexion USB-C ici qui permet de faire le transfert de données et la charge rapide. Et puis, on a le micro HDMI qui permet de faire un retour d'image sur un écran extérieur, par exemple. Une chose que j'ai bien aimée, c'est la prise micro qui se détache complètement des autres clapets, ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur le XT4. Donc, cet appareil est sorti après. C'est peut-être une des améliorations qu'ils ont voulu apporter par rapport au XT4 qui était sorti quelques mois plus tôt. J'avais d'ailleurs, dans mon test du XT4, souligné le fait que ça me dérangeait d'avoir la prise micro qui était intégrée au même clapet que le reste, puisque en effet, quand l'écran est retourné, et c'est le cas pour le moment, le câble micro passe complètement devant l'écran. Ici, c'est un peu plus séparé et donc c'est un peu plus ergonomique, je trouve. Alors, au niveau de son utilisation, cet appareil, donc dès qu'on l'allume, en fait, moi, je suis retourné quelques années en arrière. Je suis retourné presque à l'époque où je n'étais pas un fougiste, je n'utilisais pas Fujifilm. Pendant 10 à 15 ans, j'ai été photographe chez Canon en réflexe et quand j'ai décidé de passer en hybride, je suis passé chez Fujifilm. Mais là, je me retrouve avec une ergonomie qui me rappelle les réflexes milieu de gamme de chez Canon, Nikon ou Sony ou qui me rappelle beaucoup d'hybrides d'autres gammes. Tout l'appareil s'articule autour de cette molette et du mode PASM automatique. C'est un mode hyper connu et hyper vu et revu dans le monde de la photo numérique et surtout dans le monde du réflexe. L'avantage, le gros avantage, c'est qu'on le prend très vite en main. Le désavantage, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'on perd un peu l'ADN Fujifilm. Donc au niveau de la rapidité de prise en main, effectivement, je passe d'un menu à l'autre très facilement. Je passe du mode P au mode vitesse, au mode ouverture très vite jusqu'au mode manuel. On bascule évidemment très vite également sur le mode auto, mode automatique que j'ai pu tester et qui m'a assez bluffé, je dois le dire. L'appareil fait généralement les bons choix au niveau de la vitesse, de l'ouverture, reconnaît très bien les scènes et cerise sur le gâteau, choisit lui-même la simulation de film adéquate selon la scène et je vous assure, il se trompe rarement. On voit vraiment que Fujifilm a travaillé énormément ce mode auto. Preuve encore que cet appareil ne se destine pas au même utilisateur qu'un utilisateur XT3 ou XT4 puisqu'on a voulu faciliter l'utilisation de cet appareil. Comme je vous le disais, j'ai eu une petite frayeur en voyant que la molette d'exposition avait disparu. Pour quand même rassurer tout le monde, on peut encore modifier son exposition directement de manière mécanique via les roulettes. Effectivement, quand on est en mode ouverture ou quand on est en mode vitesse, la roulette à l'arrière va modifier votre exposition. Ce qui me déplaît un peu, c'est que ce n'est plus une bague, enfin une roulette crantée à stop très mécanique comme l'est celle du XT3 ou du XT4, où là, je peux voir directement à quelle correction d'exposition je suis sur la roulette. Là, c'est vraiment une petite roulette crantée très classique et c'est sur l'écran que je vais pouvoir voir ma correction d'exposition. Pour moi, c'est un petit peu moins précis. Alors évidemment, quand je suis en mode vitesse, ma roulette de devant va régler ma vitesse et le reste sera en automatique. Même si vous avez des objectifs XF, c'est important évidemment, et que vous avez la bague crantée, si vous êtes en mode vitesse, la bague crantée ne servira à rien au niveau de votre ouverture, au niveau de l'objectif. Évidemment, tout sera automatique. Si je mets en mode ouverture, évidemment devant, ce sera soit rien, là sur la roulette de devant, et ce sera votre bague crantée si vous avez un objectif XF qui va diriger votre ouverture. Si vous avez un objectif XC, ce sera la roulette de devant qui va diriger l'ouverture. Vous pouvez le paramétrer et même avec un objectif XF, vous pouvez utiliser la roulette de devant si vous préférez pour régler votre ouverture. À l'arrière, ça restera l'exposition. En mode manuel, la vitesse se trouve à l'arrière, l'ouverture se trouve devant ou sur l'objectif. Je trouve que ce mode PASM, on le prend vite en main, on l'a très vite compris. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est utilisé sur la plupart des appareils photo. Mais comme je vous l'ai dit, on perd un petit peu l'image et l'identité Fujifilm. On a plus ce côté mécanique où on peut embrayer ou débrayer certains modes, ouverture, vitesse, simplement
en enclenchant certaines molettes ou non. Sur cette roulette également, vous pouvez trouver, et ça j'ai vraiment bien aimé, les différents modes custom. Vous pouvez en mettre 4. Généralement, moi, sur mes autres appareils, mes modes custom, je les mets via le petit bouton Q qui est ici, le Quick Menu. Je les règle d'abord dans l'appareil. Hein, je fais 4 ou 5, on peut même jusqu'à 7, je pense, réglages prédéfinis. Et puis, je change avec le menu Q qui est là. C'est toujours possible à faire ici. Mais sur la roulette, vous avez vraiment 4 menus custom que vous pouvez aller chercher directement en un seul tour de roulette. Ça, je trouve ça vraiment génial. Ça me permet d'avoir 4 simulations de films différentes et qui, elles aussi, sont modifiées. Une des raisons principales pour lesquelles je suis chez Fujifilm, c'est vraiment leur travail sur les couleurs et sur leur identité couleur et sur leur identité pellicule et leur recherche de simulation de film d'année en année. Et en plus, moi, j'aime les modifier, j'aime les tordre dans tous les sens pour essayer encore d'atteindre des looks d'autres pellicules. Petit bémol, le mode vidéo est sur la même roulette. C'est dommage qu'ils n'ont pas repris la même ergonomique sur le X-T4 par exemple, où on enclenchait le mode Movie juste en dessous. Donc, c'était bien séparé. Ça aurait pu permettre de garder les réglages custom photo et l'appliquer sur la vidéo. Je ne suis pas le seul à avoir repéré ce petit défaut. Je suis certain que sur la deuxième version du XS10, le XS20 ou XS10-2, que sais-je, ce problème sera corrigé. Autre chose que j'ai vraiment bien aimé et qui met en avant vraiment donc cette fonction de simulation de film que j'adore dans cette marque, c'est cette petite roulette ici qui permet justement de passer d'une simulation de film à l'autre très facilement sans devoir se référer au menu. Ça veut dire que vous pouvez être en mode ouverture ou en mode vitesse, donc pas spécialement devoir enclencher un de vos modes custom et pouvoir changer votre simulation de film très vite et voir justement ce que peut donner la même scène dans différentes simulations de film. J'ai vraiment bien aimé l'idée de ce bouton. Au niveau du viseur, excellent viseur, mais à savoir qu'il est plus petit et moins défini que le viseur du X-T4. On a le même viseur que celui du X-T30. On a moins de points de définition et il est moins grand. Pour conclure déjà sur l'ergonomie de cet appareil photo et sur sa philosophie d'utilisation, on peut déjà pas le considérer comme un petit X-T4, il s'en éloigne énormément. Moi, je retrouve dans sa prise en main plutôt du X-H1 et je retrouve dans son ergonomie de bouton une vraie filiation avec le réflexe. Évidemment, certaines petites choses rappellent qu'on est chez Fujifilm, comme ce bouton qui nous amène directement sur différentes simulations de films ou évidemment ces réglages custom qui eux aussi donnent la part belle aux simulations de films et à vos réglages perso. Au niveau de l'ergonomie, ce XS10 est un hybride parmi la famille des hybrides de chez Fujifilm. Mais c'est intéressant d'avoir bien ça en tête puisque en fin de vidéo, je vous donnerai mon impression et surtout je vous dirai à qui s'adresse cet appareil selon moi et gardez bien en tête que cette façon d'avoir fait un appareil hybride au niveau de l'organisation et au niveau de l'ergonomie, c'est un choix qui est réfléchi chez Fuji. Si on parle maintenant de ses performances, là aussi, on peut reprendre le postulat de départ qui dit que ce Fujifilm X-S10 est un mini X-T4. Oui, encore une fois, si le mot mini veut dire qu'il fait un petit peu moins bien. Attention, cet appareil est très bon, voire excellent au niveau de sa stabilisation ou de sa mise au point, on va y revenir, ou même de sa vidéo. Mais il y a toujours un petit moins bien par rapport à son grand frère. Si on prend la stabilisation par exemple, déjà sur le papier, Fujifilm a annoncé qu'on gagnait 6 stops grâce à la stabilisation du Fujifilm X-S10. On en gagne 6,5 sur le papier. Sur le Fujifilm X-T4, qui prouve bien déjà qu'il y a une différence entre les deux stabilisations. Le système de stabilisation ici est plus petit et plus léger vu que l'appareil est plus petit. On a un mécanisme de stabilisation qui fait 50 ou 55 grammes et le Fujifilm X-T4, son mécanisme de stabilisation fait 73 grammes. On a donc un mécanisme de stabilisation qui est moins robuste mais qui doit stabiliser un capteur identique au même poids. Et en effet, dans des conditions vraiment extrêmes, j'ai pu voir une différence de stabilisation dans des vitesses vraiment très basses. Donc, stabilisation très bonne, mais pas aussi bonne que son grand frère, un petit peu en deçà. D'ailleurs, il m'a rappelé un peu la stabilisation de ce fameux X-H1 avec des améliorations. J'ai fait aussi quelques séquences vidéo où vous allez voir, surtout sur les séquences marché, qu'il y a un peu plus de tremblement sur le X-S10 dans les mêmes circonstances. Pourtant, pour terminer sur la stabilisation, ce Fujifilm X-S10 propose les mêmes options logicielles que le X-T4. Ça, c'est le gros avantage de X-S10 dans plein d'autres domaines, c'est qu'il bénéficie de toutes les améliorations logicielles du X-T4 puisque sorti après. Et donc, on a vraiment les mêmes options
options de stabilisation que le X-T4. Mais voilà, le fait qu'il soit un peu plus petit avec un système un peu plus léger fait que parfois on voit une petite différence. Pour ce qui est de la mise au point, ça va aller très vite, c'est selon moi la même. Je n'ai vu aucune différence. Il bénéficie, comme je viens de vous le dire, sur la stabilisation, également sur la mise au point, des mêmes avancées logicielles que le X-T4. Donc il va vous sortir la même mise au point avec la même vitesse. Il reconnaît le visage et les yeux aussi vite, il est aussi véloce et aussi précis. Donc là-dessus, pas d'inquiétude, vous avez le tout haut de gamme au niveau de la mise au point de chez Fujifilm. Attention aussi au niveau de l'autonomie. Là, on retourne sur une batterie W126S, qui est la batterie du X-T3. On revient en arrière sur cette batterie simplement parce qu'elle est plus petite que la toute nouvelle batterie du X-T4, qui est beaucoup plus volumineuse. Si on voulait un appareil plus petit, on était obligé de revenir en arrière et de mettre une batterie plus petite. Cet appareil n'accepte pas de poignée grip, ce qui fait que vous devrez vous débrouiller avec l'autonomie de cette W126. Et donc, je l'ai trouvé un petit peu court au niveau autonomie. N'espérez pas faire un reportage complet avec une seule batterie. Investissez dans une deuxième ou une troisième batterie et chargez-les bien à l'avance. N'oubliez pas que ça se charge directement sur l'appareil et que le chargeur externe n'est malheureusement plus fourni. On remarque aussi des différences par rapport au haut de gamme de chez Fujifilm sur la vidéo. Ce Fujifilm X-S10 plafonne à de la 4K en 30 images par seconde. Il n'est pas possible pour lui de faire de la 4K, donc de l'Ultra HD, à du 50 ou 60 images secondes. Cette fréquence d'image reste réservée au X-T3 et au X-T4. La vidéo en 4K avec haute fréquence d'image, 50-60 images secondes, est très énergivore. Je le remarque quand je filme avec mon X-T3 qui a la même batterie. Je suis obligé de le laisser sur secteur, il ne tient pas longtemps et donc je pense que sur ce X-S10, ils ont voulu éviter de bouffer la batterie trop vite avec ce mode vidéo et donc ils l'ont supprimé. Le Fujifilm X-T4 qui a beaucoup mieux la charge, et d'ailleurs là je suis en train de filmer en Ultra HD sur batterie et il tient très bien, ce que je ne pouvais pas faire avec mon X-T3, en tout cas pas longtemps. Le X-S10, je pense qu'on a retiré cette option justement pour essayer de sauvegarder la batterie. Autre chose aussi au niveau des performances qui est bien en deçà du X-T4, c'est la conversion RAW. Une des choses que j'aime le plus sur le X-T4 qui avait été ajoutée par rapport au X-T3, c'est le fait de pouvoir convertir ces RAW directement en TIFF 8 ou 16 bits, que ce soit directement sur le boîtier ou en branchant le boîtier sur son ordinateur et passer par X-RAW Studio, le logiciel maison de chez Fujifilm. C'est une fonction que j'adore puisque ça me permet, moi en tant que professionnel, de garder tous les réglages boîtier que j'ai, la simulation de film, ma balance des blancs, mes couleurs, tout. Vraiment pour garder l'identité de la photo que j'ai voulu donner, mais avoir un TIFF 16 bits, ça me permet après de pouvoir passer par mes logiciels de retouche pour pouvoir peut-être corriger certains défauts. Le X-T3 ne savait pas le faire et j'ai salué cette fonction vraiment sur le X-T4. Très étonnant, le X-S10 qui sort après le X-T4, on revient en arrière et il n'est plus capable de le faire. Et pour la petite histoire, je ne le savais pas, j'ai fait tout un shooting avec le X-S10 dans le cadre de mon test et quand je suis revenu chez moi, j'ai vu que je ne pouvais convertir uniquement quand JPEG. J'ai dû donc mettre tous mes RAW directement dans Lightroom et j'ai perdu mes réglages boîtier. Il y a sûrement des alternatives comme avec Capture One. Je pense que Capture One est capable d'aller rechercher les réglages boîtier et de pouvoir les remettre en TIFF, mais Capture One utilise le processeur de votre ordinateur alors que X-RAW Studio utilise le processeur de votre boîtier et donc il va transformer la photo comme votre boîtier l'aurait fait ou comme votre boîtier l'a fait exactement. C'est vraiment une fonction qui a disparu que je trouve dommage et qui prouve encore une fois que ce X-S10 ne s'adresse peut-être pas à des professionnels. En effet, si on considère que la conversion uniquement vers le JPEG suffit, c'est qu'on décide aussi de se priver d'une certaine tranche d'utilisateurs. Alors maintenant, répondons à cette question. Où se situe le Fujifilm X-S10 dans la gamme Fujifilm et à qui s'adresse-t-il? Comme je vous le disais, quand on sort un nouvel appareil photo, quelle que soit la marque, on va réfléchir à qui on s'adresse et surtout quel segment on veut combler. C'est peut-être un segment ou des consommateurs qu'on ne touchait pas encore. Avoir fait le choix de ce mode PASM de la part de Fujifilm, ça permet peut-être de séduire certains utilisateurs qui étaient un petit peu effrayés par l'ergonomie Fujifilm et toutes ces molettes et ce mécanisme. Ça va être une porte d'entrée pour des utilisateurs d'autres marques qui sont très attirés par la couleur et les simulations de film Fujifilm, puisque c'est ça, hein, l'essence de Fujifilm quand même à la base, c'est le rendu des photos. Peut-être que des gens voulaient et étaient attirés par ce type de photos, mais étaient rebutés par l'ergonomie. Ce Fujifilm X-S10, ils vont pouvoir le prendre en main tout de suite. Il reprend une ergonomie connue et ultra connue dans toutes les autres marques, et ça va permettre de rentrer dans le monde Fujifilm sans être trop perdu au niveau de son utilisation. Et dans la gamme, il vient combler en un seul appareil
Deux appareils qui n'avaient pas été renouvelés dans cette nouvelle génération, c'est le XH1 et le XT30. En effet, le XT3 a eu son successeur avec le XT4, alors que le XT30 n'a pas eu de successeur. Le XH2 avait les performances, n'oublions pas, le capteur et le processeur du XT2 et n'avait jamais été mis à jour, et voilà que le XS10. On retrouve vraiment la poignée grip du XH1 et sa prise en main avec une stabilisation, et on retrouve le viseur et la taille du XT30. Pour moi, ce XS10, c'est plutôt un XT30 avec stabilisation et amélioration logicielle, plutôt qu'un mini XT4. Donc comme je le disais, il s'adresse donc vraiment à des amateurs experts, des amateurs avertis. Il est un peu court pour de l'usage professionnel selon moi, puisque déjà au niveau de son autonomie, c'est un petit peu limité, et puis on perd certaines petites fonctions. Au niveau de son ergonomie, on se réfère un peu trop au menu que sur un XT4, où on peut directement faire ses réglages manuels de manière beaucoup plus intuitive directement sur le boîtier. Mais pour un amateur averti, pour un expert photo, pour vraiment un passionné de photo, il est parfait. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment atteindre l'excellence Fujifilm au niveau de la qualité photo, ça je vous le garantis. Vous ferez les mêmes photos qu'avec votre XT4, sauf dans des situations vraiment extrêmes. Par contre, vous ferez certainement de meilleures photos qu'avec un XT3 puisque vous gagnez la stabilisation, donc dans certains cas, ce sera meilleur. Si vous voulez renouveler votre gamme Fujifilm, si vous aviez un XT30 et que perte cette ergonomie de molette plus vintage qu'à Fujifilm pour passer à un mode PSM ne vous rebute pas, alors foncez sur le XS10, vous allez y gagner au niveau appareil photo. Et si vous n'êtes pas encore chez Fujifilm et que vous voulez être à l'aise pour rentrer dans le monde Fuji sans être trop perdu à l'utilisation, pouvoir le prendre directement en main sans être perdu par l'ergonomie, alors foncez sur ce XS10. Que ce soit clair, j'ai adoré faire des photos avec ce XS10. Pendant les semaines de test, je l'ai utilisé pratiquement 50% du temps avec mon XT4 et donc j'ai pu vraiment le comparer. J'ai fait d'aussi bonnes photos qu'avec mon XT4, mais certaines fonctions me manquent comme la conversion RAW en TIFF, comme une certaine autonomie et une ergonomie plus rapide et plus pro sur mon appareil. Mais les photos sont juste magnifiques, aussi belles que sur mon XT4. Les réglages boîtier, les micro-réglages et custom que j'ai fait fonctionnent évidemment aussi bien que sur mon XT4 puisque c'est le même capteur et le même processeur. Et d'ailleurs, je vous laisse regarder quelques photos que j'ai fait avec ce XS10. Voilà, donc ce XS10 s'adresse vraiment à une tranche de consommateurs qui n'étaient peut-être pas encore séduits par Fujifilm. Ça permet vraiment de pouvoir proposer tout type d'appareil à tout type d'utilisateurs maintenant chez Fuji grâce à ce XS10 qui vient combler peut-être un manque. Ça s'adresse peut-être un peu moins à moi, mais je suis certain que certains d'entre vous vont trouver vraiment leur bonheur avec ce bel appareil qui est le XS10. Si vous l'avez ou si vous projetez de l'acheter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous l'avez, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez de ce XS10. Et si c'est votre deuxième ou troisième appareil Fuji, peut-être avez-vous été déçu ou plutôt agréablement surpris par ce XS10? N'hésitez pas également à me le dire en commentaire. D'autres tests et d'autres avis arrivent évidemment très vite sur cette chaîne. Abonnez-vous, activez la petite cloche, ça me ferait super plaisir. Je vous retrouve pour d'autres vidéos très vite. À bientôt, salut!